Il faudra lui demander à lui. Moi, je crois que l'affaire à cette époque-là perdait 500 millions de francs par an. Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, je suis super content de te retrouver dans cette émission. Et dans cette émission, eh bien tu l'as entendu, on va parler de grosses pertes financières. Mais avant de commencer, comme d'habitude, tu penses à me mettre une note là où tu écoutes cette émission. Tu me laisses un petit commentaire, ça prend quelques minutes pour toi. Et moi, ça m'aide énormément. Et bien évidemment, tu fais partie de la famille et comme tous ceux de cette grande famille qui font de l'investissement immobilier, ce que tu vas faire, c'est tout simple. Tu vas prendre le téléphone d'un de tes amis et tu vas sauvagement l'abonner à cette chaîne. C'est encore ce qui m'aide le plus. Alors, écoute, je suis super content. Super content, c'est pas le mot. Tu l'auras compris, on va partir dans une trilogie. Et oui, je te le dis, je te l'annonce. Nous allons partir dans une trilogie sur cette émission. Pourquoi ? Bien parce que j'ai fait donc, dans l'émission précédente, tu auras entendu l'affaire Bernard Tapie. Et suite à de nombreuses écoutes de ma part, parce que j'ai travaillé cette émission en post-production, n'est-ce pas? Si je puis parler comme ça fait super professionnel. Hein. Mais t'as paru une chose très étrange. Je me suis dit ceci. Je me suis dit, c'est fort amusant quand même. Il y a une personne dont personne ne parle. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais c'est ce que j'ai ressenti. Bref, j'avais envie de faire une émission sur Robert Louis Dreyfus. Et j'avais vraiment envie de te faire cette émission parce que, comme je viens de te le dire, on parle toujours de l'affaire Tapie, mais il y a peut-être des choses dont on ne te parle pas et qui ont tout leur intérêt, dont cette charmante phrase que tu viens d'entendre. Il faudra lui demander à lui. Moi, je crois que l'affaire à cette époque-là perdait 500 millions de francs par an. Et qui, pour moi, va prendre tout son sens dans l'histoire de Bernard Tapie. Mais avant d'en arriver là, il te faut acheter un de mes programmes. Non, je rigole. Enfin, tu peux acheter un de mes programmes, je rigole pas. Enfin, tu comprends, c'était de l'humour. Bon, bref, c'était un drôle d'humour, je te l'accorde. Hein, mais n'hésite pas, nous travaillerons ensemble. Tu verras, tu passeras à l'étape supérieure. Enfin bref, c'est fini, on attaque. Mais qui est Robert Louis Dreyfus? Alors, je vais être très transparent avec toi. Je vais dégrossir, d'accord? Je vais dégrossir qui est Robert Louis Dreyfus. L'idée, on va pas se mentir, c'est pas de te relire Wikipédia. Je vais simplement, comme j'ai l'habitude de le faire dans ces émissions, commenter des petites choses et surtout commenter l'homme d'affaires. C'est ça qui nous intéresse. Comment raisonnent ces mecs-là? Et c'est un personnage très intéressant, mais alors vraiment très intéressant. Et d'ailleurs, c'est un personnage que j'ai envie de dire qui contribue de manière un petit peu indirecte à l'affaire de Bernard Tapie, même si tu verras que au final, j'ai envie de te dire, je te fais un petit pont vers la précédente émission, mais quand tu as vendu la maison, tu te rappelles, dans la mission précédente par rapport à Bernard Tapie, si tu ne l'as pas écouté, je t'invite à l'écouter, émission très intéressante, je te faisais un clin d'œil en te disant que si j'étais ton agent immobilier, que tu me vendais une maison, que je te l'évaluais, que je te disais la maison vaut 100 000, que j'achète la maison sous couvert d'une société où je ne suis pas gérant, donc tu n'as aucun moyen de savoir que c'est moi qui achète, et puis tu découvres que j'ai revendu cette même maison à 1 million d'euros, bien, tu pourrais attenter des choses envers et contre moi, ton mandataire. Ceci étant, au demeurant, imaginons que j'ai revendu cette maison à une personne 1 million d'euros, mais que tu découvres que cette personne a revendu la maison 20 millions d'euros. Alors là, j'ai envie de te dire, la question pourrait même se poser, est-ce que tu n'as pas pris un vendeur de choucroute? Parce que soit le mec s'est complètement planté sur l'évaluation de la maison, soit, et bien effectivement, il y a une autre explication, tu es un benet et tu t'es fait avoir, soit le mec à qui tu as vendu la maison à 1 million et qui l'a revendue 20 millions est excessivement bon. Alors, sans plus de transition, nous allons attaquer sur l'histoire de Robert Louis Dreyfus et puis nous allons petit à petit, je ne vais pas prétendre arriver à une conclusion sur cette émission, mais en tout cas, dresser le portrait d'un homme d'affaires qui, j'ai envie de le dire, avait quand même une part de génie en lui. Alors c'est un grand mot, le génie, si tant est qu'on puisse reconnaître un génie dans un homme qui est capable de faire de l'argent à ce stade-là. Je dirais qu'en tout cas, on ne peut pas se le cacher, il était bon le garçon, il était bon. L'histoire de votre famille est extraordinaire parce que le fondateur de la dynastie s'appelait Léopold Dreyfus, juif alsacien. Au milieu du 19e siècle, il se lance dans le commerce des grains avec une charrette à bras. Comme il n'est pas majeur, il n'a pas le droit d'utiliser le nom de sa famille, il emprunte le prénom de son père pour sa première société, qu'il appelle donc, évidemment, c'est pour ça qu'il s'appelle Louis. Après, c'est devenu Louis Dreyfus.
quand il a connu un succès extraordinaire, parce que très rapidement, ça s'est développé, et il deviendra le numéro 1 mondial du négoce de céréales. Alors comment est-ce qu'on peut passer en 50 ans d'une charrette à bras au numéro 1 mondial? C'était probablement le seul intelligent de la famille. Ouais. Depuis, on vit dessus. Non, mais c'était un génie, non? Oui, c'était sûrement le premier type qui a créé des multinationales, parce que quand il est mort, ou même avant 1900, il avait des bureaux en Chine, au Vietnam, en Argentine. Il envoyait un mec, il partait à pied, et puis il envoyait des nouvelles 5 ans après. Et il créait un bureau. Ensuite, il a produit des produits manufacturés, il s'est intéressé à la banque, on l'appelait le roi du blé, il est mort en 1915, et son fils le succédait, effectivement, depuis vous lui succédez. Enfin, c'est une fortune incroyable qui a été bâtie en une cinquantaine d'années, quoi. C'est pas une fortune, une belle réussite. Affaire. Alors en 1940, votre famille est spoliée. En 1945, vous revenez en France. Et en 10 ans, enfin, la famille, oui. La famille revient en France, oui. Et en 10 ans, la famille regagne la même place qu'elle avait pratiquement avant la guerre, plus après la guerre du pétrole, du gaz naturel, de l'électricité. Enfin, c'est énorme. C'est raisonnable. J'aime bien votre modestie. Alors rien que là, pour moi, j'ai fait un choix. Déjà, je vais quand même te le dire avant qu'on attaque. J'ai fait un choix. Au début, j'avais, comme je t'ai dit, j'ai hésité avec Wikipédia, mais j'avais une source d'une personne, hein, pour ne pas le citer, je ne le citerai pas. Bref, qui racontait très bien l'histoire à ma place. Donc on va pas se fatiguer, on va optimiser. Par contre, dans l'histoire, là que tu viens d'entendre, il y a un truc. J'aimerais bien que tu prennes une seconde pour réfléchir à un truc qui vient d'être dit et qui, de mon point de vue, a une valeur inestimable. Qu'est-ce que tu as entendu? Tu as entendu que donc, le grand-père de Robert Louis Dreyfus a construit un empire. Et non seulement il a construit un empire, mais pendant la guerre, il était juif. Donc on peut imaginer ce qui s'est passé. Je ne vais pas revenir là-dessus, je n'ai pas du tout envie de rentrer dans ces débats-là. Mais ils ont été spoliés. Ce qui veut dire que, en gros, je te traduis, ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu. Un empire énorme a été entièrement avalé, enfin volé, c'est exactement le terme, par une guerre. Et après la guerre, en 10 ans, ils ont repris la même place qu'ils avaient avant. Alors, ça m'évoque quoi? Je suis obligé de faire une parenthèse, je te jure, je me concentre pour pas le faire, mais je n'y arrive pas. Écoute bien ce que je vais te dire. Ça veut dire que ce que tu sais a plus de valeur que ce que tu gagnes. Je suis désolé de le préciser, mais c'est la vérité. Moi, aujourd'hui, si je devais repartir de zéro de mon immobilier, ça irait beaucoup plus vite. Ça irait beaucoup plus vite. Je sais exactement quelle action je devrais mettre en place le plus rapidement possible pour débloquer des situations qui me feraient accélérer beaucoup plus vite. Et là, c'est exactement la même chose. La personne, la famille savait faire. Et tu ne peux pas croire de manière innocente que dans les familles, comme la mienne par exemple, nous ne transmettrons pas notre savoir. S'il y a bien une chose sur laquelle l'État ne peut pas coller d'impôts, s'il y a bien une chose sur laquelle on ne peut pas venir te braquer et partir avec, c'est ce que tu as dans la tête. Et d'ailleurs, je vais te dire un truc. Je m'adresse à tous les voleurs qui viennent faire du homejacking et qui vont vider les baraques de leurs biens les plus précieux, ostentatoires et visibles. Les mecs, vous avez rien compris. Au lieu de braquer ces gars-là, prends le gars et fais-lui faire pour toi ce qu'il a fait pour lui. Et tu seras riche. Enfin bref, c'était une parenthèse. Mais bon, voilà. Donc, première chose que je voulais souligner dans cette histoire de Robert Louis Dreyfus, enfin de la famille Dreyfus, c'est qu'il y a eu cette perte sèche et nette d'arrêt total du business avec derrière la reconquête en France, je précise en France. Alors je sais ce que tu vas me dire, oui Nicolas, c'était dans les années 40, c'était différent d'aujourd'hui, mais non, arrête avec ça, c'est toujours pareil. Bref, tu te retrouves donc dans cette situation face à une famille, j'insiste, qui a rebâti ce qu'elle avait perdu. Et autre point que je veux absolument souligner avant d'attaquer, c'est effectivement, comme c'est dit à la fin de cette interview, cette modestie, cette distance qu'il peut y avoir entre ce qui est accompli et la réalité dans laquelle vit Robert Louis Dreyfus, qui était là durant cette interview. Je trouve ça super intéressant parce que là encore, tu te rends compte que ces phrases qui sont dites par ces personnes, pour beaucoup de gens, elles paraissent... Si toi tu m'écoutes, moi je vais te dire un truc. Moi j'ai été de l'autre côté. J'ai été le petit gars qui a écouté ces émissions avec Bernard Tapie, Robert Louis Dreyfus. Tu vas regarder ces interviews. Et tous ces mecs, ils te disent, même moi, je peux te dire, l'argent, c'est du vent, ça compte pas, blablabla. Et toi, tu es là de l'autre côté, ouais, tu dis ça parce que t'en as, blablabla. Mais je vais te dire un truc. En fait,
la vérité, c'est que ce qui fait parler ces gens-là comme ça, c'est l'expérience. Et c'est précisément le pont que je vais lier entre le fait que la famille est capable de regagner ce qu'elle a perdu et le fait que ces gens-là ont compris une chose, c'est que oui, ils aiment l'argent, ils en veulent, ils le revendiquent, ils l'assument, etc. Mais toi, qui écoutes de l'autre côté, ce que tu ne comprends pas, c'est que tu peux gagner de l'argent de toutes les façons que tu peux imaginer, mais si tu n'as pas l'état d'esprit, tout ce qu'il faut pour y arriver, tu n'y arriveras pas en fait. Alors je ne suis pas en train de te faire du développement personnel, moi je crois que c'est un ensemble de compétences, c'est ma croyance personnelle. Je pense que c'est un ensemble de choses, un amas, un cumul d'éléments qui font qu'on est capable ou pas de gagner de l'argent. Mais effectivement, si déjà tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, tu pourrais très bien te dire, par exemple, tu vois, ça va te montrer la force de l'état d'esprit. Tu fais quelque chose, aujourd'hui tu m'écoutes et tu fais un job que tu détestes, d'accord ? Mais tu le détestes cet emploi. Tu te réveilles tous les matins, tu ne rêves que d'une chose, c'est l'indépendance financière que les mecs te vendent sur le web, j'en sais rien, peu importe, tu rêves de ces trucs-là. Et en réalité, tu n'as rien compris. Parce que faire un job que tu n'aimes pas, et là encore, je suis bien placé pour t'en parler, c'est une opportunité. Essaye d'être le meilleur dans ce que tu fais en ne l'aimant pas. Et en te disant ceci, tu te dis, écoute, ok, je fais un truc que je déteste et je n'aime pas ça. Mais si je deviens le meilleur dans un domaine que je n'aime pas, qu'est-ce que ça va être quand je vais lâcher ce job-là et que je vais me lancer dans quelque chose que je kiffe? Et là, tu vas gagner en compétences, tu vas gagner en état d'esprit, en force, etc. Et ça va carburer, mec. Quand tu vas avoir la possibilité d'avoir le job, tu vas être un tueur. Et ces mecs-là, ils ont compris ça. Ils ont compris que l'état d'esprit passe avant tout ce que tu peux imaginer et tout ce que tu peux te dire quand tu écoutes ce genre, tout simplement de remarques où le mec à la fin te dit non, mais oui, il a eu une petite affaire sympathique. En fait, tu vois, on avance dans tout ça et ça va être super intéressant. Donc, écoute, Magnéto, Patrick. Et vous dites, je n'avais pas et je n'ai jamais eu de notion du coût de la vie. C'est vrai. Parce que quand j'étais étudiant, enfin, qui ont duré très longtemps parce que j'étais très mauvais étudiant, je vivais avec des copains dans une petite appartement à 4 et donc on était aussi bien que 20 ans après. Ouais. Alors pourquoi, à ton avis, Robert Louis Dreyfus dit ça à ce moment-là? Alors je vais te balayer rapidement l'histoire de Robert Louis Dreyfus. Robert Louis Dreyfus est une personne qui n'a jamais été très bon, comme il le dit lui-même, dans les études. Et il faut que tu saches des choses vraiment hyper intéressantes. Si par exemple, moi j'ai été très fier durant mon enfance de monter un business autour des téléphones portables qui me rapportait beaucoup d'argent, je vais te montrer ce que c'est que gagner beaucoup d'argent en étant à l'école. Parce que, en fait, Robert Louis Dreyfus, durant ses années de lycée, alors qu'il ratait le bac plusieurs fois, avait des nuits agitées. Alors on peut s'imaginer tout ce qu'on veut, mais en fait, en réalité, il joue au poker. Et il joue au poker, mais il faut que tu saches qu'il joue au poker version pro. En gros, il jouait au poker à Paris et à Londres. À Paris, il jouait avec des flambeurs et à Londres, il jouait avec des gens très très riches. Il faut que tu saches qu'il est estimé qu'il a gagné entre ses 16 et ses 22 ans entre 400 et 500 000 dollars entre ses 16 et ses 22 ans. En imaginant qu'il ait gagné 500 000 dollars durant cette période, tu peux considérer qu'il gagnait 80 000 dollars par an. Donc environ 6 600 dollars par mois. Et tu comprends pourquoi RLD, à cet instant, précise qu'il n'a jamais eu finalement de notion du coût de la vie. Parce que, en gros, on est face à quelqu'un qui a toujours fait du business, qui a toujours extrêmement bien gagné sa vie. Mais quand je dis extrêmement, c'est extrêmement bien gagné sa vie. Même lorsqu'il était étudiant, il gagnait plus d'argent que la plupart des cadres, voire des dirigeants d'entreprise qu'il pouvait y avoir autour de lui. Et qu'on est face à quelqu'un qui avait une espèce de don pour faire de l'argent. Et ça peut provoquer que deux choses chez les uns et les autres. C'est soit ça t'énerve, et du coup, t'es en colère parce que tu te dis « Ah, le bâtard ! Ah, le bâtard !» Et je comprendrais. Soit tu te dis « Waouh, le mec! Yeah !» Si t'es de la famille, tu prends la deuxième option, c'est mieux. Allez, on continue. Vous dites, si j'ai bien gagné ma vie, c'est que l'argent n'a jamais été important pour moi. J'ai toujours voulu m'amuser dans mes affaires. Ouais. Il y en a certaines qui sont moins amusantes, mais en gros, Ouais. je me suis amusé. Alors, quand vous étiez adolescent, vous étiez assez glandeur, d'ailleurs, non? Oui. Vous dites, je le suis toujours?
Oui, et puis je me suis présenté 4 fois au bac, j'ai réussi de le rater 4 fois. Ouais. Mais enfin, la dernière fois, j'avais triplé ma note, j'avais 3. Ouais. Mais c'est vrai que vous avez fait l'école des cadres à Neuilly, c'est pas la meilleure école du monde non plus. Non, mais j'en suis fier. Ce qui me fascine, tu vois, dans ce qui vient d'être dit, je suis obligé de re-intervenir, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une époque de développement personnel, les mecs te disent « sois efficace, sois machin, sois truc », et là, t'as un espèce de milliardaire qui sort de nulle part, quoi. Je veux dire, le mec est lunaire, voilà, il plane à 3000, le gars enfin, moi je t'explique, mais t'as compris, le gars gagnait 80 000 $ en jouant la nuit au poker par an, et le mec te dit ouais, moi je suis un glandeur, l'argent on s'en fout, ce que je veux c'est m'amuser, mais franchement je vais te dire un truc, mais je pense que c'est la meilleure des philosophies en fait, de s'amuser dans ce que tu fais, d'aimer ce que tu fais, de le faire avec passion, de le faire avec entrain, de le faire avec plaisir. Je crois que bien évidemment, attention, je veux pas que tu crois que je crache sur le développement personnel, mais je trouve intéressant, là, maintenant, de juste te préciser qu'il n'y a pas de règles. Là, voilà, je trouve que, franchement, j'ai bien fait de faire cette émission, parce que s'il y a vraiment un personnage complètement lunaire, tu vois, on va l'opposer, c'est pas pour l'opposer, encore une fois, je cherche pas à faire ça, mais de l'autre côté, tu as un petit peu Bernard Tapie, le mec travailleur qui te dit qu'il bossait beaucoup, qu'il voulait gagner beaucoup d'argent. Et de ce côté, tu as ce gars-là, un peu un glandu, un peu le vilain petit canard, tu vois, il va le dire aussi après, mais qui lui a le même résultat, juste parce qu'il s'amuse, il arrive à obtenir peut-être même de meilleurs résultats. Ça donne matière à réfléchir. Je pense que l'erreur que font les êtres humains, et qu'on fait tous, quand on constitue des sociétés, c'est de vouloir mettre les gens dans des cases. Moi, j'ai jamais supporté les cases. Je les déteste, les cases. Alors, je suis le premier à le faire parce que j'aime bien prendre des raccourcis, parce que on aime bien, on se rassure d'arriver à encadrer les choses et à se dire, voilà, nanana, c'est comme ci, c'est comme ça. Mais je crois qu'il ne faut pas croire, en tout cas, il ne faut pas se dire que les choses sont arrêter. Je crois qu'il ne faut pas s'imaginer que ce qui marche pour l'un marchera pour l'autre et vice-versa. Moi, je suis là pour t'aider à t'élever, à gagner plus d'argent, mais peut-être que tu es comme ce gars, que tu es comme Robert Louis Dreyfus, que tu es un branleur assumé et que, en tant que branleur, tout ce que moi je mets en place dans mon quotidien pour réussir à obtenir des résultats ne marchera pas sur toi. Et la clé, pour moi, la clé de ce qu'on entend là, c'est juste qu'on est en face d'un mec qui s'accepte comme il est et qui agence sa vie autour de ses besoins, de ses attentes et qui du coup obtient des résultats, j'ai envie de te dire, qui dépassent l'entendement. Réfléchis à ça. Et alors la nuit, vous jouiez au poker. Oui. Vous gagnez beaucoup d'argent en jouant au poker la nuit pendant que vous étiez à l'école, étudiant. Et votre père vous envoie aux USA. Vous êtes un peu le vilain petit canard de la famille. Aux USA, vous décrochez un MBA à Harvard. Oui, mais ça, c'est la différence entre la France et les États-Unis. Hein, c'est quoi? C'est que si vous n'avez pas d'examen, si vous n'êtes pas trop mauvais, on vous laisse faire après des études. Ouais. En France, si vous n'avez pas votre bachot, vous oubliez. Je vais te préciser plein de choses sur la vie de Robert Louis Dreyfus parce que entre les deux passages que j'ai choisis, le prochain aussi, il s'écoule pas mal de choses et je suis obligé de te les préciser ici. Donc écoute bien, c'est très intéressant. Il faut que tu saches que donc Robert Louis Dreyfus en fait a une vie très décousue. C'est pas aussi rapide que ce qui t'a été décrit à cet instant. Entre autres, il s'engage dans les rangs de l'armée israélienne. Il va y avoir pas mal de, j'ai envie de dire, tribulations pour ce jeune garçon. Et dans tout ce parcours, moi j'ai des choses hyper importantes à te souligner. Parce que même quand il va à Harvard, en fait, il y a un moment de sa vie que moi je veux vraiment mettre en avant, qui pour moi est un moment clé. Et je vais oser le faire, ce parallèle, je vais oser le faire, qui correspond au même moment clé où moi je rentre dans ce groupe financier, où finalement tu finis par te poser des questions sur les revenus que tu y gagnes. Alors, il faut que tu saches que en fait, Robert Louis Dreyfus, parce que, alors on va être très clair, c'est hyper important, il rentre dans une banque, d'accord, dont je n'ai pas d'intérêt à donner le nom, mais tu feras des recherches si ça t'intéresse, en tout cas, voilà, tu vois un peu comme tu veux, mais il rentre dans cette banque-là parce que les directeurs de la banque connaissent le père de Robert Louis Dreyfus. Ça a son importance, parce que pour moi, de la même manière que je suis rentré dans ce groupement-là financier pour des raisons professionnelles, tu ne rentres pas dans ces groupes-là par hasard. On va pas se mentir. Il y a quand même effectivement une notion de base qui contribue à te faire pénétrer cet univers-là. Bref, il est payé 80 livres sterling par mois en travaillant 7 jours sur 7. On est très très loin des 80 000 $ par mois. Il manque quelques zéros.
J'ai reculé pour rire, c'est pas... Voilà. Et il faut que tu saches que durant cette période, donc qui va marquer finalement une pause durant le passage du MBA à Harvard, parce que l'autre il dit Harvard, je sais pas comment il dit ça, mais enfin bref, peu importe. C'est là où il va apprendre tout ce qui a trait au montage financier, à la finance en général, et j'ai même envie de dire à la gestion des entreprises sur un point de vue international. Ça a tout son intérêt parce que de ma perspective d'homme d'affaires, c'est précisément à cet endroit-là qu'il a emmagasiné un savoir qu'il utilisera, et j'en suis certain, tout le restant du temps de sa carrière. C'est obligatoire pour moi, ce genre de passage. Moi, si j'ai appris des choses dans les financements, dans la manière de monter des dossiers, etc., ça a été aussi durant un passage équivalent à celui-là, où, en termes de gains, je pense que c'était très discutable l'argent que je gagnais, alors qu'en termes de connaissances que j'étais en train d'emmagasiner allait me servir pour le restant de ma vie. Et c'est une réalité. Bref, il va revenir après, donc finir son MBA à Harvard, et après... tu vas l'entendre maintenant, et je te donnerai des précisions après. Allez, Magnéto Patrick, je reprends la suite tout à l'heure. Alors, vous quittez le groupe Louis Dreyfus 6 ans après, parce qu'un jour vous ennuyez comme ça sur une plantation de soja au Brésil et vous dites que finalement c'est pas drôle, quoi. Exactement. Alors vous lancez une affaire, c'est vrai que tout ce que vous touchez, ça marche, quoi. Vous lancez une affaire, ça s'appelle l'IMS, qui est une société américaine, enfin vous la reprenez, qui est une société américaine d'études de marchés médicaux, vous la revendez quelques années après. 1,8 milliard de dollars. Alors là, c'est hyper intéressant. Je suis obligé de revenir sur le cas IMS. IMS Hustle, la vie, tu vois, en américain. Et c'est une société donc d'études pharmaceutiques aux États-Unis. Alors, il y a plein de choses très amusantes. Il se trouve que... par quoi commencer? Il faut que tu comprennes une chose, c'est que le monde des affaires est un tout petit milieu. Mais c'est chaque milieu dans lequel tu vas évoluer est petit. Le milieu de l'immobilier régional est tout petit. Le milieu de l'immobilier national est un peu plus grand, mais il est toujours tout petit. Et le milieu de l'immobilier international est toujours un peu plus grand, mais il n'est pas très grand. C'est-à-dire que chaque milieu a une taille relative. Et finalement, les gros acteurs d'un milieu se connaissent tous. Et ça, je veux que déjà tu le comprennes. Là, on est dans un monde, le monde des affaires, un monde où tout se recroise. Donc, si je te dis que la banque dans laquelle RLD a travaillé lance une OPA sur la société dans laquelle RLD a des parts, tu te dis quoi? Alors, je ne sais pas ce que tu te dis, mais moi, je vais te dire. Premièrement, tu te dis que RLD, avec l'argent qu'il a gagné dans son poker, ben, il n'a pas dépensé l'argent, il l'a placé à des endroits. Et il faut savoir que Robert Louis Dreyfus siégeait au conseil d'administration, ce qui sous-entend qu'il avait suffisamment de parts pour avoir une voix qui porte dans cette entreprise. Mais ce n'est pas fini. Le patron de l'entreprise qu'il avait rencontré à Harvard, d'accord, et avec qui il avait créé des liens, écoutait son ami. Et là, tu commences à comprendre. Et la banque dans laquelle il a travaillé, il y a des années en arrière, a lancé une OPA. Donc une OPA, c'est quoi? C'est une offre publique d'achat. C'est lorsqu'une société essaye de racheter, enfin non, une société ou une personne, peu importe, essaye de racheter des titres, d'accord, pour en posséder la majorité et prendre le contrôle d'une entité. Je pourrais faire une émission sur, comment il s'appelle, le français... patron de LVMH, j'ai mangé son nom là, c'est pas de moi d'oublier son nom, Robert Arnault, n'importe quoi, Bernard Arnault, qui a été très bon dans ces OPA là, en menant en parallèle sa barque sur 2, voire des fois 3 fronts en même temps. C'est hyper intéressant de voir comment il a procédé. Bon bref, je m'égare, mais quand j'en vois les OPA, je pense à Bernard Arnault, c'est comme ça. Pour moi, c'est une personne qui est très forte en OPA. Après, tout dépend de jusqu'où chacun on est prêt à aller. C'est un autre débat, je ne vais pas rentrer là-dedans. Bref, moi ce que je trouve hyper intéressant, c'est que la banque donc, dans laquelle RLD a travaillé pour 80 $ par mois, et là où il a travaillé 7 jours sur 7 et où il a pris des montages financiers, lance une OPA sur cette société. Alors, encore une fois, je vais faire de la spéculation personnelle, et toujours pareil, liée à une expérience personnelle. Moi, quand j'ai travaillé dans ce groupe financier, et quand j'ai travaillé dans la banque aussi, parce que j'ai aussi travaillé dans la banque un petit peu, pas beaucoup, hein, attention, très très peu, mais j'avais accès à des informations confidentielles. Je ne vais pas m'en cacher, hein, c'était il y a très longtemps, il y a prescription, de toute façon j'étais jeune, donc je pense que j'ai le droit d'en parler, et je ne vais pas me cacher que j'ai consulté des informations que je n'étais pas censé consulter. Alors pourquoi je te dis ça?
je ne serais pas surpris que, en ayant travaillé là, RLD ait eu vent que telle ou telle société était plus ou moins rentable. Ne va pas croire. Par exemple, dans le milieu bancaire, je ne vais pas faire du dumping en te disant ça ou en influençant tes placements, parce qu'aujourd'hui c'est un peu passé, mais dans le milieu bancaire, il y a une information qui circule, c'est que Air Liquide est un super placement. Voilà, c'est comme ça. Moi, j'ai travaillé dans ce milieu-là et je peux t'assurer que cette société est une société qui revient souvent entre banquiers. C'est comme ça. Et donc, de la même manière qu'il est commun d'accepter que dans une banque de détail, une banque commerciale, des informations circulent, tu peux comprendre que dans des banques comme celle-ci, des banques d'affaires dans laquelle RLD a travaillé, il va y avoir des informations plus qui vont te fournir des détails d'une qualité supérieure. Et donc, j'ai envie de te dire, y a-t-il un hasard? Je ne sais pas, mais je te laisse réfléchir à ce que je sous-entends d'une manière un petit peu maladroite. Bref, revenons sur cette opération. Donc, la banque lance une opération de rachat massive sur les actions de la société dans laquelle RLD siège avec son compagnon, si je puis dire. Et alors que la banque fait une proposition 30% supérieure à la valeur des titres, donc c'est hyper intéressant. On va imaginer que tu as acheté, je sais pas, les titres de cette société, tu les as payés 10 €, et moi j'arrive et je te propose 30% de plus que la valeur de tes titres. En gros, je t'en propose 13 €, selon le nombre que tu en as acheté. Si tu en as acheté 1000, bah, tu te fais ta petite plus-value de 3000 €, et si tu en as acheté 10 000, eh ben, tu t'en fais 30, etc. Donc une offre honnête et, j'ai envie de dire, qui peut valoir le coup pour les actionnaires. Sauf que RLD va conseiller à tout le monde de ne surtout pas vendre parce que, de son point de vue à lui, la valorisation long terme, oh là j'ai tapé le micro, pardon, la valorisation long terme de ces titres est largement supérieure à l'offre actuelle qui a été formulée par la banque en question. Et donc, il se trouve que le conseil d'administration et le conseil de RLD a été accepté, validé, suivi, et donc la société ne sera pas rachetée par la banque. À la suite de quoi, l'ami de RLD, qui était au moment de cette affaire-là, qui était le directeur, qui était la personne, le président de la société, va avoir une maladie et va finalement décéder en nommant RLD à la tête de la société et en lui offrant un salaire de 1 million de dollars par an. Donc RLD accepte le poste et il investit en plus toutes ses économies qu'il avait pu gagner au poker et de ses placements en bourse, il met tout dans cette société, d'accord? Et il arrive à prendre un peu plus de 1% du capital de cette entreprise. À ça, tu dois ajouter les stock options qui sont liées à la qualité de son poste, etc. Donc, il finit par détenir quasiment 5% de cette société après 2 ans de nomination au poste de président. D'accord ? Cette entreprise, au bout de quelques années, devient une multinationale et son chiffre d'affaires va passer de 170 millions d'euros annuels à plus d'1 milliard d'euros. D'accord ? Donc il a une capitalisation qui dépasse le milliard et il finit par vendre la société qu'il avait refusé de vendre quelques années auparavant. Et voilà comment il devient milliardaire. D'accord ? Donc ça, c'est l'histoire de IMS, et pour moi, il était très important que tu connaisses cette histoire parce que elle est le point d'entrée de RLD dans les affaires. À 42 ans, vous décidez de prendre votre retraite. Oui. Alors bon, après, ben voilà, vous redressez l'agence Saatchi, qui est une agence de pub anglaise énorme. Vous obligez les dirigeants de la boîte à baisser leur train de vie. D'ailleurs, vous jouez le jeu. Vous roulez dans Londres en 205 Peugeot, vous baissez votre salaire par 2, vous restez quand même 3 millions par an, hein. Ça va. Mais c'était pas le SMIC. Hein? C'était pas le SMIC. Voilà. Et vous faites des sandwichs. C'est un peu pour le personnel que vous faites ça, non? Non, parce que Non. où il faut bien bouffer, où il vaut mieux manger du sandwich. D'accord. Vous devenez à ce moment-là l'idole de la City, évidemment, à Londres. Bon, j'ai 2 choses à te dire. Je vais simplement t'apporter quelques précisions sur la manière dont RLD a restructuré Saatchi & Saatchi, et puis surtout je vais revenir sur une des remarques que vient de dire Robert Laudreyfus que je partage complètement. C'est très amusant, c'est l'histoire du sandwich, mais on va en parler après. Une seconde. Alors juste, je t'explique. Donc quand il
Alors déjà, il faut savoir qu'on lui propose de diriger l'agence de publicité et il accepte, d'accord? Donc on lui propose de la reprendre malgré les dettes, puisqu'il y avait plus de 500 millions de dollars de dettes. Mais il faut que tu saches que il accepte sous condition d'obtenir les pleins pouvoirs au conseil d'administration pour redresser l'affaire. C'était sa condition sine qua non pour entrer en lice. Il prend ses fonctions en 90 et on restructure son équipe, d'accord? La société est dans un état tellement désastreux qu'il va commencer par tout restructurer, d'accord? Donc, il va diviser son salaire par 4. Donc ça, il faut que tu le saches, c'est-à-dire que même s'il gagne 3 millions, d'accord, il était censé en gagner 12. Donc, il a quand même divisé son salaire par 4, d'accord? Mais il fait de même avec les frères Stacchi. Il réduit leur salaire d'un tiers. Et malgré toutes ces grandes mesures symboliques, la société continue de perdre de la valeur sur les marchés financiers, ce qui oblige, parce que c'est à peu près le terme que je crois qu'il faut employer dans ces cas-là, RLD à continuer sa chasse drastique aux dépenses inutiles au sein de la société. Et ensuite, malgré toujours des difficultés, il va prendre la décision de vendre tous les tableaux de la galerie d'art, ainsi que la collection de voitures des frères Stacchi. Et c'est comme ça qu'il va récupérer des millions. Enfin, c'est comme ça. J'oublie quand même un détail qui a son importance. Il va aussi quand même licencier 800 salariés. Et c'est comme ça qu'il va redresser la société. Il quittera de lui-même la société en nommant un successeur. Et voilà comment il s'y est pris. Alors, deuxième chose, non, je en parlerai après. Juste une chose. Tu vois que c'est une personne qui n'a pas peur de se relever les manches, qui n'a pas peur de prendre des décisions qui sont, j'ai envie de dire, qui vont à l'encontre de l'opinion publique, parce que c'est très mal vu de licencier à tour de bras de cette manière-là. Mais j'ai eu cette réflexion. Moi, je vais pas rentrer dans le détail, mais j'ai fait partie d'un conseil d'administration que j'ai quitté. Et je l'ai quitté pour ces raisons-là, c'est que j'ai tout le temps poussé le conseil à investir et à gagner de l'argent. On m'a toujours refusé et on m'a toujours, avec beaucoup de cynisme, je trouve d'ailleurs, dit que ce n'était pas la vocation première de tout ça que de gagner de l'argent. Mais comme je leur ai toujours fait remarquer, le jour où tout ce que vous avez construit n'existera plus, c'est sûr que quand vous aurez dépensé tout l'argent et qu'on aura fermé la structure, il n'y aura plus de considération à avoir sur le fait de gagner ou pas de l'argent. Et je crois que aucune décision nécessaire n'est facile à prendre. Rappelle-toi de ça. Aucune condition nécessaire n'est simple à prendre. Et s'il y a une chose que je peux dire de RLD, c'est que il n'avait pas peur de prendre des décisions nécessaires. Et parfois, il faut des gens comme ça, soit à la tête d'un pays, soit à la tête d'une entreprise. Il n'y en a pas assez. Voilà. Je pense que je suis de la même trempe que de cette personne-là, mais je ne joue pas dans la même catégorie. Mais ne t'inquiète pas, je vais y arriver. Bon bref, c'est pas la question. Deuxième point que je veux souligner, c'est cette histoire de sandwich, où tu entends très clairement Thierry qui se fout de sa gueule en lui disant « Ouais, vous mangez des sandwichs, vous vous foutez de votre gueule avec vos revenus. » Et là, il répond « Mieux vaut manger, soit tu manges des sandwichs, soit tu manges bien. Il n'y a rien entre les deux. » Je suis né et je suis fait pour comprendre ça parce que je suis comme ça. Je préfère ne rien faire que aller quelque part et vivre la chose à moitié. Je vais te le dire autrement, c'est un sujet de discussion houleux en famille. Je suis le genre de mec, tu vas parler avec moi, tu vas dire « Ah mais Nicolas, mais pourquoi tu vas pas là? Pourquoi tu fais pas ci? Pourquoi tu fais pas ça ?» Et parce qu'en fait, si j'y vais pour faire la moitié des trucs que j'ai envie de faire là-bas, ben, je préfère pas y aller. C'est-à-dire que je suis le genre de mec, si tu vas me dire « Nicolas, viens, on va là-bas » et moi j'ai envie de vivre le truc mais à fond, mais il faut que je puisse avoir les moyens de le vivre. Sinon, j'y vais pas. Je préfère ne pas le vivre. Il n'y a rien entre les deux. Et je sais ce que tu es en train de te dire. Tu es en train de te dire, attends, c'est un peu excessif comme manière de réagir. C'est pas comme ça que tu vas arriver. Il faut savoir faire des choses raisonnables. Mais je vais te dire un truc. La réussite, elle est déraisonnable. Donc, si tu veux réussir, ne sois pas raisonnable. Ce n'est pas dans la raison que tu vas trouver la réussite. Magnéto Patrick. Bon, la première fois qu'on vous propose Adidas, vous refusez. Parce que vous dites que tout ce qui a été touché par Bernard Tapie, c'est pourri, donc vous refusez de vous intéresser à une affaire dont Tapie a été le propriétaire. C'est ça? Oui. Hein? Finalement, vous acceptez, vous obtenez un bon deal du Crédit Lyonnais, où vous prête de l'argent à 0,5%. Vous avez de la chance, vous. Oui, c'est un banquier qui s'est prêté. Ouais. Tapie vend 2 milliards, hein, il vend le prix qu'il avait acheté, 2 milliards, et vous, quelques années après, 5 ans après, ça vaut 22 milliards. Oui. Vous avez fait quoi entre-temps? J'ai vaguement travaillé.
Ouais. Non, on a refait des produits que les jeunes voulaient, et puis je pense qu'on a bien fait le marketing. Ouais. Puis on a la chance, on a eu Zidane, on a eu la Coupe du Monde. C'est pour ça que Tapi n'est pas content, parce que Tapi dit toujours qu'il s'est fait avoir dans l'affaire Adidas. C'est vrai que s'il a, honnêtement, je ne vais pas défendre Tapi, pas moi, mais s'il a vendu 2 milliards et que vous en faites une affaire qui 5 ans après vaut 22 milliards, je comprends qu'il ne soit pas content, non? Il faudra lui demander à lui. Moi, je crois que l'affaire à cette époque-là perdait 500 millions de francs par an. Tout d'abord, je te présente mes excuses parce que 32 minutes d'émission pour arriver au point qui nous intéresse. Selon, si tu es intéressé par l'argent, la finance, ça peut ne pas être intéressant, mais ça peut l'être aussi. Bref, nous sommes dans ce qui m'a conduit à faire cette émission. Alors c'est vraiment très intéressant parce que pour moi, cette émission est presque obligatoire. Presque j'aurais dû mettre ça dans l'autre émission avec Bernard Tapie parce que imaginons effectivement que RLD rachète réellement Adidas et que Adidas perde effectivement l'argent que prétend, que RLD vient de nous déclarer que Adidas perdait. A-t-il fait une si bonne affaire? À ce stade, même si je t'ai sous-entendu et que je me suis excusé, je ne m'excuse pas du tout en réalité parce que ces 32 minutes t'ont servi à cerner le personnage. Et bon, là, je n'aime pas du tout l'échange qui a eu lieu parce qu'on a d'un côté RLD qui fait son bouffon et son cynique en disant « je n'ai quasiment rien fait ». Et de l'autre côté, on a Ardisson qui a l'air lui aussi de presque dire « mais enfin, vu l'argent que vous avez gagné, effectivement, il y a quand même un truc étrange ». Alors moi, maintenant, j'aimerais redresser, je suis désolé, j'ai horreur de ça quand on me le fait, mais je suis obligé de le faire. On va le faire un petit peu différemment pour que tu intègres bien le cursus. Mais donc, on repart. Depuis le début. RLD, c'est qui? C'est une personne qui, très tôt, gagne énormément d'argent, qui n'a pas un mode de pensée conventionnel, puisque l'école n'a pas réussi à l'asservir à son mode de pensée. C'est une personne qui a été énormément américanisée de par son éducation, et qui, en plus, a professé à Londres en ayant repris l'agence de communication Stachy & Stachy. Donc, il convient de dire que nous sommes face, et je vais oser le dire, quasiment à un marketeur. Alors, écoute bien ce que je vais te dire. Il reprend l'allemand Adidas, d'accord, via un montage financier que lui propose le Crédit Lyonnais. Crédit Lyonnais qui lui propose à lui pourquoi? Parce qu'il a eu vent de la réussite éclatante dont a pu faire preuve RLD, notamment avec Stachy & Stachy, puisqu'il était un petit peu la coqueluche anglaise, et un Français qui est aimé des anglo-saxons pour une réussite financière, j'aimerais que tu m'en cites un aujourd'hui. Alors oui, je sais, Bernard Arnault, je vais la faire, cette putain d'émission, bordel! Je suis grossier, excusez-moi les enfants, j'en suis désolé. Bon bref. Donc ça me semble logique que le Crédit Lyonnais ait fait appel à cette personne-là. Logique parce qu'en plus, je vais remettre dans l'affaire Tapi la dimension du business dans laquelle on se trouve. Le Crédit Lyonnais s'est énormément exposé et s'est exposé de manière exceptionnelle parce qu'on sait qu'aucune banque de la place n'aurait pris la position qu'a pris le CL par rapport à Bernard Tapie. Donc, on a RLD a face à lui un banquier, et je te rappelle que RLD a fait ses armes dans la banque. C'est pour ça que je te dis, rappelle-toi de toute l'histoire. Il sait mieux que personne à quel point le banquier a pu s'exposer. J'ai même envie de te dire, au vu de l'état de ses comptes et de sa situation financière, et il convient de dire, on a un petit peu un Thierry qui s'esclaffe du taux qu'a réussi à obtenir dans les années 90 RLD pour le rachat de cette société, mais non, il n'y a pas d'esclafade à avoir. En réalité, RLD a conscience de ce qui se passe, et le fait qu'il sache clairement la position de la banque, l'engagement bancaire, les difficultés de la situation lui ont permis, et en tout cas, là encore, c'est mon interprétation que je te donne, mais quand tu as conscience de comment se positionne une affaire de manière globale, tu peux très facilement, toi, mettre tes pions en place et prendre le contrôle. Et on est face à quelqu'un qui sait très bien comment prendre le contrôle et comment, eh bien, tout simplement, redresser une entreprise. Et c'est la raison pour laquelle il est là. Et je pense que si la banque a accepté, là encore, à son désavantage sur cette opération-là, des termes un petit peu qui peuvent paraître choquants pour l'époque, 0,5% pour l'époque, tu te dis, mais alors aujourd'hui, il a quoi? Aujourd'hui, on lui donne de l'argent, quoi. C'est un peu ça, hein, mais bon. Bref, passons. Comment il a quand même réussi à faire exploser la société à ce point-là? Alors, je vais te le dire, hein, c'est très très simple.
il ferme 10 sites de production de textiles et 15 usines de fabrication de chaussures, passant de 10 000 salariés à 6 000 salariés. Mais il ne fait pas que ça. En fait, dans le même temps, d'accord, il va avoir l'idée de remettre au goût du jour des anciens modèles à succès de la marque. Et ça va marcher. C'est-à-dire que là encore, et je pense que son petit passage dans l'agence de com de Saatchi & Saatchi a eu son effet sur la personne, il va il va ressortir la Gazelle qui devient le nouveau succès de la marque, et avec l'argent, il va choisir de réinvestir les bénéfices dans le marketing. Et c'est là que la société va à nouveau renouer amour avec les bénéfices. Ça ne se dit pas du tout ce que je viens de dire. Elle va à nouveau faire des bénéfices. Et puis la suite de l'histoire, tu la connais. Comme ça a été dit à la fin de ce que tu viens d'entendre, ça a été vendu beaucoup plus cher que ce que ça a été acheté. Et soyons honnêtes, c'est ce qui conduit aujourd'hui à cette émission. C'est ce qui fait qu'on se demande, est-ce qu'il n'y a pas eu un flousage à un niveau ou à un autre? Alors, je vais arrêter tout de suite ce débat. On va continuer sur l'histoire de Robert Louis Dreyfus parce que j'ai fait une émission sur Bernard Tapie. Bien évidemment, c'est comme c'est raconté là en quelques mots, on peut facilement se dire que l'une ou l'autre des personnes a été flousée. Quand tu as quelqu'un en plus qui en rigolant dit « j'ai vaguement travaillé », ce qui est complètement faux. Il n'a pas vaguement travaillé, il a su investir intelligemment et centrer les besoins de l'entreprise, recentrer les besoins de l'entreprise, tirer profit et parti de ce qui était déjà existant. Encore une fois, et je te le dirai jamais assez, les décisions nécessaires à prendre sont toujours les plus difficiles. Et je crois qu'il a su prendre les décisions nécessaires pour redresser Adidas et la vendre à hauteur de la valeur à laquelle elle aurait dû être vendue, revendue par Bernard Tapie. Et voilà, moi j'ai envie de te dire que c'est ici que se clôture l'histoire de Bernard Tapie et de RLD. Mais tu vas voir, on va un petit peu avancer. C'est quand même amusant de faire cette émission parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui sont très drôles. Allez, Magnéto Patrick. Alors vous rachetez Salomon, vous devenez numéro 2 mondial des articles de sport. Évidemment, vous connaissez votre apogée avec Adidas au moment du mondial, quoi. Là, c'est clair, puisque c'était le Brésil, c'était Nike, et les Bleus, c'était Adidas. Donc comme c'est les Bleus qui gagnent, vous gagnez. Mais ensuite, il y a quand même un essoufflement des ventes sur Adidas. Hein. C'est exact. Essoufflement des ventes. Salomon, vous l'avez peut-être payé un peu trop cher, non? Oui, mais je pense que maintenant, c'est ce qui marche le mieux, c'est Salomon et TaylorMade. Ouais. Et donc là, le titre en bourse est divisé par 3. Oui, enfin il est encore plus du triple de la mise en bourse. D'accord. Et vous passez la main, donc vous cédez la présidence d'Adidas, vous gardez quand même 5% pour 900 millions de francs. Oui, à peu près. Ça va? Le 5%. Il y a le t-shirt aussi. Ouais. Mais je dois les payer, c'est ça qui est embêtant. Et là vous démarrez, alors c'est vrai que tout ce que vous faites ça marche, vous démarrez une petite boîte avec un garçon qui s'appelle Derry, un Max Derry, qui s'appelle Winamax, une start-up, c'est des jeux sur le ballon, hein. Ouais. Et tout de suite ça devient énorme. Ouais, pas mal. Alors là, je suis obligé d'arrêter parce que... Alors Winamax, je pense que tu sais ce que c'est très amusant. Robert Louis Dreyfus revient à ses amours de jeunesse, mais il y a une chose qui a été clairement éludée et dont je suis obligé de parler. Il faut savoir que Robert Louis Dreyfus avait le 9 de CGTEL et LDCom. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est tout ça. Bon, c'est pas très important. Il va bénéficier du coup... Il va être, comment dire, il va se positionner, comme un des concurrents de France Télécom, mais c'est pas de ça dont je veux te parler. Il y a une chose, alors pourquoi je sais ça, je ne le sais pas. Je ne sais pas pourquoi je sais ça. Je crois que c'est par rapport à un bâtiment que j'avais fait. Enfin, j'avais eu cette info et ça m'avait vraiment marqué. Je m'étais dit, ah le bâtard. Je m'étais dit ça, ah le bâtard. Tu vois. Et je me suis dit, putain, le mec qui a fait ça, c'est un bon. Je savais pas que c'était lui, en fait, à l'époque. Et après, les informations se sont recroisées. Donc, en fait, il faut que tu saches qu'il a participé, donc le groupe, parce que là, ce que je suis en train de te dire a été fait sous couvert, d'accord, du groupe Robert Louis Dreyfus. Et
ils ont participé, d'accord, au déploiement de la fibre noire. Donc, la fibre noire, c'est quoi? C'est en fait en France, il y a des voies navigables qui sont finalement dans les rivières. Et en fait, ils ont mis en place la fibre dans ces rivières. Sauf que c'est un monopole. Voilà, je vais te dire ça comme ça. C'est un monopole. C'est exactement le rêve de mon ami Warren Buffett. C'est exactement le concept d'avoir finalement quelque part, dans un pays, peu importe où, un pont, et qui soit le seul pont possible pour aller d'un point A à un point B. Donc on va imaginer qu'il n'y a qu'un seul moyen de passer ce pont. Et là-dessus, tu mets un péage. C'est ce que je suis en train de te décrire là. C'est le symbole même, selon Warren Buffett, de l'investissement gagnant. Et ce qu'il y a d'hyper amusant, c'est exactement ce qu'a fait Robert Louis Dreyfus avec sa fibre qui passe dans les zones navigables de notre pays. Il s'est fait un petit monopole discret dont personne ne connaît l'existence et qui prolifère très tranquillement dans son coin, et qui aujourd'hui est utilisé par tous les plus grands opérateurs, alors que lui-même avait été à un moment donné positionné comme un concurrent d'un opérateur. Donc écoute, voilà, je voulais te faire cette parenthèse parce que avant Winamax, avant d'arriver sur le marché du web avec Winamax et donc finalement la partie, j'ai envie de dire, que tu peux voir poker en ligne, etc., machin de jeu, eh bien il y avait cette partie-là aussi qui explique, de mon point de vue, un petit peu comment on retrouve RLD à cet endroit un petit peu inattendu, parce que c'est vraiment un pionnier, le mec, quoi. Je veux dire, quand tu regardes le parcours, il a respect, quoi. Allez, dernier petit point et on arrive au bout de l'émission. Et là, vous revenez dans le giron familial, voilà. C'est-à-dire qu'après tout ça, finalement, ce que je voulais montrer, c'est que vous avez fait un peu vos armes ailleurs, et là, vous revenez dans le giron du groupe Louis Dreyfus. Je suis plus calme. Ouais. La famille, je peux les maintenant les voir avec plaisir. Alors c'est très amusant cette remarque de la fin, les revoir avec plaisir. Je ne vais pas parler de ça, même si ça dénote, de mon point de vue, ça dénote pas mal d'un trait de caractère psychologique. Bref, rentrons dans le vif du sujet. À partir de là, je suis obligé de finaliser l'histoire de RLD parce que vraiment, je trouve que, tu sais quoi, c'est comme quand je sais pas si tu dessines, moi je dessine, et quand tu dessines, tu sais, des fois tu dessines de très près, tu sais pas trop ce que tu vas dessiner, mais quand à la fin tu regardes le tableau a un sens. Et j'ai la sensation avec cette histoire que c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui a dessiné son tableau sur un fond de plaisir, on l'a bien compris que c'est quelqu'un qui aimait se faire plaisir, qui aimait profiter, et qui a laissé la vie donner un sens à toutes ces choses. Alors, je ne vais pas faire mon quart d'heure philosophique, ne déconnons quand même pas. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est Robert Louis Dreyfus qui reprend les rênes du groupe familial. C'est super intéressant parce que tu vas voir que même là encore, il va laisser une empreinte très forte. D'accord ? Il faut que tu saches que en fait, ce qui se passe, c'est que le groupe Robert Louis Dreyfus, en fait, est un groupe qui est un groupe familial, mais il y a eu plusieurs enfants. Et donc, qui dit plusieurs héritiers, dit un groupe qui présageait, au moment où RLD reprend les rênes, de se scinder en 7 parties différentes, risquant d'affaiblir le groupe. Et c'est là où je trouve tout le paradoxe de cette fin, où cette personne a dû mener son propre combat pour accepter ses origines. Et lorsqu'il va revenir, il va tout faire, il va agir dans le but simple et unique de consolider et de conserver l'existence de ce groupe. Et je trouve ça magnifique parce que de la manière dont je sais pas, toi tu as vécu cette émission, mais moi dans laquelle je l'ai vécu en travaillant dessus, j'ai vraiment la sensation de ce petit gamin qui a voulu vivre sa vie, détaché de toute cette histoire, en voulant prouver à tout le monde qu'il existait lui-même en étant aussi bon que ses aïeux, mais qui au final, en rentrant au bercail, va témoigner, et pour moi c'est le plus beau des témoignages qu'on peut faire. Alors je sais ce que tu vas me dire, putain Nicolas, mais t'es un grand malade, on parle de fric là bordel, c'est que des histoires de pognon, mais ouais, mais en fait... Putain, mais je sais pas comment t'expliquer. En fait, le problème, c'est que quand tu parles à un mec qui aime pas l'argent, qui a une dent contre les riches, là, bon, je vais pas rentrer dans le détail, je suis pas là à dire que peu importe que t'aimes ou pas les riches, mais
Ce que les gens qui gagnent pas d'argent ne comprennent pas par rapport aux gens qui gagnent de l'argent, c'est que le plaisir, c'est pas de gagner de l'argent, c'est de construire un truc en fait. C'est de construire un truc qui marche et de le construire à une échelle qui dépasse l'entendement. Ah, je sais, c'est mégalo, c'est tout ce que tu veux, tu peux me dire tout ce que tu veux, je m'en fous, c'est ça la vérité. Et voilà, et je crois qu'il y a ce plaisir qu'il y a dans ces personnes qui aiment faire des affaires, de faire des grosses affaires. Mais pas pour le pognon en fait. Tu l'as vu dans cette histoire, putain, ils ont tout perdu pendant la guerre, ils ont tout refait en 10 ans. C'est bien qu'à un moment donné, c'est pas... Voilà, je sais pas comment... Bon bref, je vais y aller parce que là, je me perds dans mes élucubrations bizarres. Ce que j'essaie de te dire, c'est que on a quelqu'un qui a finalement lutté contre sa famille, mais qui va faire du plus beau témoignage possible qui peut être fait face à un groupe familial. Il va décider de remanier entièrement le groupe. Alors déjà, je sais ce que tu vas me dire. Je sais, ouais, mais c'est un milliardaire, Nicolas. Mais oui, mais il a quand même choisi de prendre la tête du groupe et de ne pas être payé pour ça. Et il n'est absolument pas payé, alors que ce mec-là vaut... je suis désolé, hein, ça va être très vexant, hein, mais si tu gagnes pas... je sais pas combien tu gagnes par mois, mais prends ton revenu. On va imaginer que toi qui m'écoutes, tu gagnes 2000 € par mois. Ok, on parle quand même d'un gars... Je suis désolé de te le dire, hein, mais qui vaut, je ne sais pas combien de fois ton revenu, mais qui se faisait payer 250 000 € par mois. D'accord ? Donc, en gros, c'est plus de 100 fois ton revenu. Je suis désolé, c'est affreux. Tu vas me dire, non, mais ça ne les vaut pas, nanana. Mais si, mais ce mec-là, tu lui donnes Adidas, qui perdait de l'argent, il en fait une entreprise qui vaut des milliards. Donc, alors tu vas me dire, oui, il a supprimé des postes. Mais il n'a pas fait que ça, mec. C'est trop facile, en fait, de croire. Et oui, ces mecs-là ont besoin des autres pour arriver à faire ça. Mais la vision... Le mec qui dirige le bateau, il n'y en a qu'un. Tu peux me sortir tous les trucs. C'est tous ces gars qui te font croire que parce que... Moi, j'ai jamais vu de bateau voguer sur les flots avec un système par vote pour avancer. Si, il devait bien y en avoir un, c'était le Titanic, mais il s'est pris un iceberg. Voilà, t'es mauvaise celle-là, mais moi je me fais rire. Bref, on revient à l'histoire de Robert Dreyfus. Il choisit de reprendre donc le groupe et de mener le groupe à une transition finalement de legs de la société sans prendre de revenus. Donc déjà, moi, tu peux me dire ce que tu as envie, même si c'est un milliardaire, il n'était pas obligé. Le groupe financier, le groupe RLD en lui-même avait les moyens de le payer à la hauteur de ce qu'il valait. Or, il en refuse les revenus. Groupe qui, je te le rappelle, n'a pas hésité à le malmener durant son enfance, et donc il aurait pu aujourd'hui abattre sa vengeance sur le groupe. Il n'a pas choisi de le faire. D'accord ? Il va complètement remanier le groupe, notamment en fermant des activités industrielles, d'accord ? Il va liquider des actifs immobiliers, notamment un hôtel à Las Vegas. Je veux dire, il prend des décisions nécessaires, et toute décision nécessaire est difficile à prendre. Encore une fois, d'accord ? Il va remanier aussi des coûts, il va remanier des structures indépendantes du groupe en baissant les coûts de production dans le but d'augmenter les marges, d'accord ? Et il va aussi instaurer ou en construire un nouveau système de gestion au sein du groupe. Il faut que tu saches que donc, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, il y avait à ce moment-là 7 héritiers qui eux-mêmes vont avoir des enfants, donc qui potentiellement présentent le risque de resubdiviser le groupe en 14 ou X petites parts, ce qui affaiblirait le groupe et qui va à l'encontre de la mentalité de Robert Louis Dreyfus, et donc il va proposer un schéma de rachat aux héritiers au travers et grâce à l'aide d'une banque d'affaires pour essayer d'obtenir le plus possible de capital de ce groupe familial en mettant tout en œuvre pour bloquer les héritiers restants dans l'éventualité d'une séparation du groupe. En gros, je vais te le dire autrement, il va tout faire pour que le groupe reste uni et va agir, ou en tout cas mettre en œuvre des dispositifs légaux, bien évidemment, mais au sein de contrats de détention des titres, pour que les héritiers ne puissent pas subdiviser ou dilapider ce qui aura été
construit. Et je trouve ça vraiment, cette histoire finie, moi je trouve pour des hommes d'affaires, c'est magnifique d'arriver comme ça à restructurer et récupérer, reconstruire un groupe et à le remettre et le conserver dans le giron familial. Aujourd'hui, dans un monde où finalement il y a des multinationales un petit peu anonymes, avoir comme ça des groupes familiaux, c'est, je trouve, à saluer. Voilà, c'était l'histoire de RLD qui était intimement, un petit peu en tout cas liée à celle de Bernard Tapie, une histoire haut en couleur, je trouve. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup plaisir à faire cette émission. Je pense que le mot d'ordre de cette émission, c'est toute décision nécessaire et difficile à prendre. Donc je te souhaite qu'une seule et unique chose, d'être capable de prendre des décisions nécessaires et d'arrêter en tout cas de minimiser les actions de personnes qui arrivent à poser des actions qui pèsent. Parce que là, on est face à quelqu'un qui a pris des actions, qui a mené des actions qui avaient un certain poids. Et même si dans certaines interviews, comme on peut avoir là, c'est minimisé par le côté rocambolesque, par le côté show business, par le côté tout ce qu'on veut, ne va pas croire que ce qu'il a fait est simple. Bien au contraire, c'est très complexe. Et je vais même te dire que je pense que la dernière étape que je t'ai racontée, là, celle de restructurer le groupe familial, a dû être de loin une des épreuves les plus dures à traverser parce que licencier, réduire des coûts, modifier, quand tu t'adresses à des gens qui ne sont pas de ta famille, qui ne sont même pas des gens que tu as choisis, que tu ne connais même pas, parce qu'à mon avis, il a dû licencier des gens qu'il ne connaissait même pas, c'est une chose. Maintenant, prendre les mêmes décisions face à des gens que tu connais, qui sont des membres de ta famille, crois-moi, et je t'invite à y réfléchir, même si c'était une décision nécessaire, elle devait être sacrément dure à prendre, celle-là de décision. Et donc, pour conclure, je vais te dire une chose. Je vais te dire que, comme il l'a dit lui-même, amuse-toi, prends plaisir. Je te rappelle quand même que RLD a créé le site Winamax. Je t'invite à aller le taper sur Internet et à aller voir ce qu'est ce site. C'est un site de jeux en ligne, de poker en ligne. Et quand tu vois l'histoire de ce mec, c'est pas surprenant qu'il ait fini avec une société comme ça dans les mains. C'est un homme qui, pour moi, en tout cas, on peut penser ce qu'on veut, aura eu le mérite de traverser la vie en faisant ce qu'il a voulu faire. Il a quitté ce monde aujourd'hui. Je n'ai pas abordé le sujet du foot, je n'ai pas abordé plein de sujets qui peuvent être abordés tout autour de cette personnalité. Moi, si tu veux, j'ai pas du tout envie de rentrer dans ce détail-là. Tu feras des recherches sur la personne si tu désires en faire. Pour conclure, et comme d'habitude, on arrive à la fin, pense à me laisser une note, pense à prendre le téléphone de tes amis et à l'abonner sauvagement. N'hésite pas à m'envoyer des remarques, des commentaires, des sujets dont tu veux que je traite. Et puis, si tu veux qu'on travaille ensemble, tu vas sur mon site, il y a les programmes, ça sert à ça. Et puis, on se rencontrera sûrement au travers de ces programmes. Moi, je suis très heureux de t'avoir avec moi dans ces émissions et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission radio. Salut! Donc le vilain petit canard s'est rangé des voitures, ça y est? Non, j'espère que j'aurai encore une autre montagne à faire et d'autres aventures amusantes. Ouais. Parce que sinon on meurt.